Bonjour, on se retrouve avec Rose et Vincent pour une séance consacrée au travail de Rose. Sur le site du festival, vous pouvez trouver le texte que Vincent a consacré au travail de Rose Lauder, qui est un texte très précis, hein, qui part des composantes techniques du travail pour en restituer les enjeux. Et peut-être pour commencer cette séance, vous pouvez revenir l'un et l'autre sur votre collaboration et votre travail ensemble in situ. Hein, vous êtes partis ensemble aux Sources de la Loire pour le projet sur lequel Rose est en train de travailler en ce moment. Alors, en effet, simplement pour préparer une séance à la Fondation Van Gogh à Arles, où Rose participe à une exposition, elle m'avait proposé de la rejoindre tout simplement dans une ferme-auberge qui s'appelle la ferme-auberge de Bachasson, qui est à côté du Mont Gerbier-de-Jon, près des Sources de la Loire, où Rose, tu tournes depuis 2018 deux bouquets, a priori, et puis un autre film sur les sources de la Loire. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur cet espace et peut-être le choix, qu'est-ce qui t'a conduit à aller pendant 2 ans filmer dans cet endroit. Et puis tu viens de nous dire que le film n'est pas encore fini, même si c'est des films qui sont très courts. Je rappelle que les bouquets sont des films qui font 1 minute. Il s'agit d'aller le finir encore cette année, en 2021, au mois de juin. Ben oui, j'étais à l'auberge d'abord pour faire je pensais une seule bouquet. Et il s'est fait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, donc je suis revenue une autre année pour faire un autre bouquet. Et en même temps, j'ai exploré l'environnement qui était autour. Et évidemment, je trouvais les sources de la Loire. Et en promenant le long, au moins pour le premier kilomètre de sources de la Loire, j'ai vu qu'il y avait aussi des choses à faire là pour un autre film. Alors, évidemment, je n'ai pas pu faire toute la première année. Et donc, je suis revenue une autre année. Alors, l'endroit, c'est un lieu où tous les jours ne sont pas bons pour filmer parce que, bon, d'abord, il pleut. Il peut y avoir des nuages. La lumière peut être très mauvaise. Donc, dans ces cas-là, il faut attendre. Alors, heureusement, en connaissant bien le lieu, je vais toujours avec beaucoup de choses à lire, des choses que j'ai à écrire, sachant très bien qu'il va y avoir peut-être toute une semaine où je ne peux rien faire par rapport à la caméra. Et donc, c'est pour ça que je pris plusieurs années pour filmer. Je crois qu'il y a 2 bouquets que je réalisais ou en train de réaliser là. Alors, il se fait aussi que le bouquet n'occupe pas tout l'espace dans la caméra. Donc, il y a un espace pour faire un autre bouquet dans un autre endroit. Et c'est pour ça que dans 2 caméras, j'ai des bouquets qui ne sont pas terminés, ou 2 bobines qui ne sont pas terminées, ni dans une caméra, ni dans l'autre. Alors peut-être expliquer, rappeler que l'œuvre de Rose Lauder est indissociable d'une caméra qui s'appelle la Bolex H16, dont tu as d'abord une version mécanique et puis ensuite 2 caméras en version électrique, et toute ton œuvre a été réalisée à partir des possibilités mécaniques expressives de cette caméra. Donc quand tu disais... Donc, dans cette caméra, il y a une bobine de 30 mètres, qui correspond à 3 minutes. Chaque bouquet fait 1 minute. Donc, sur chaque bobine, il y a l'équivalent, la place pour 2 bouquets, a priori. Et puis, il reste des images entre les bouquets. Donc, depuis 2018 que tu as commencé le travail à la ferme de Bachasson, à la ferme-auberge de Bachasson, il y a une bobine de 30 mètres dans chacune des 2 Bolex. Et donc, depuis 2 ans, et les films ne sont pas encore terminés, tu travailles à partir des 2 mêmes bobines qui sont toujours à l'intérieur de la caméra, avec des films que tu n'as pas encore vus, des images qui ne sont pas encore, bien sûr, révélées. Oui, c'est cela. Je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. Et ce n'est que lorsque le labo le développe que je vais savoir si je fais quelque chose de bien ou sinon quelque chose qui n'a pas marché.
Oui, ce retard, c'est la spécificité de l'analogique en face du numérique, ou de la vidéo puis du numérique, puisque là, tu sais immédiatement quelle image tu vas obtenir. Toi, il y a cet effet aléatoire. Tu es obligé d'attendre la sanction du laboratoire. Nous on n'a pas cette assurance. Ouais. Mais je voudrais revenir un instant sur la brièveté des films. Hein. Donc, chaque bouquet, c'est 1 minute, mais c'est beaucoup aussi, parce que c'est 1440 photogrammes. Et comme les films sont réalisés image par image, ça explique ces durées extrêmement longues pour les réaliser. Et c'est une durée, en fait, qui est plus la durée mécanique du film, mais qui est une durée naturelle. Et puis, tu disais aussi que tu étais obligé d'attendre les conditions météorologiques particulières pour pouvoir filmer. Et comme rien n'est forcé, puisque tu ne produis pas les conditions de tournage, mais que tu attends que les conditions naturelles soient réunies, tu es obligé de suivre en fait une temporalité qui est la temporalité de la nature et qui n'est pas la temporalité de la technique. Oui, et la nature fait ce qu'il veut. Et on a toujours des surprises. Et comme je n'utilise aucune lumière, je ne fais pas des choses artificiellement, je n'arrange rien. Je ne demande pas des gens qui se trouvent sur place de faire autre chose que ce qu'ils font normalement. Là, il faut que j'attende voir ce qui se passe. Et évidemment, c'est un risque pour le résultat. Donc, il y a une sorte de dimension contemplative dans ton travail, puisque tu es obligé d'observation, au moins. Évidemment, avec l'expérience, c'est la même chose pour des musiciennes ou pour des personnes qui sont chorégraphes. Avec l'expérience, on sait un peu beaucoup de choses on est sûr que vont pas marcher. Et on imagine, si on veut, on met dans le placard beaucoup de choses qui sont intéressantes à poursuivre. Et si on a une certaine expérience au cours des années, on peut retriever ces choses qu'on a emmagasinées, qu'on a mis sur les étagères, pour les utiliser au moment voulu, par rapport à ce qui se passe dans la scène. Mais c'est toujours un long travail et pas mal de réflexion en face de ce qui se passe réellement. Donc si on reparle en ce moment des bobines qui sont dans la caméra, il y a des photogrammes qui sont impressionnés, il y a déjà des scènes qui sont tournées, et puis selon ta méthode de tournage qui est d'intervenir par touche, c'est-à-dire de venir poser des photogrammes ou impressionner des photogrammes à certains endroits de la bande, mais pas forcément dans un ordre aussi linéaire ou chronologique, pas dans un ordre de tournage. Il y a en ce moment des espaces dans cette bobine qui sont encore vierges, qui sont vides. Oui, parce que dans le film qu'on va programmer dans ce festival, les 2 premiers films, Retour d'un repère et le Tournesol coloré, sont des films où les images projetées sur l'écran sont projetées dans l'ordre dont ils étaient filmés. C'est seulement à partir des bouquets 1 à 10 que ce n'est plus le cas. Alors ça, c'est parce que en filmant un film qui s'appelle Quick Poco, je réalisais, là j'étais une stade intermédiaire entre ces 2 choses, de façon de filmer. J'étais en train de filmer un arbre, et plusieurs petits arbres, et je filmais d'abord une image en 2, pour simplifier, je dis une image en 2, disons à midi. Et après, je suis revenu pour filmer le même arbre, disons à 3 heures de l'après-midi, dans les espaces qui n'étaient pas enregistrés encore. Et lorsque je regardais ma caméra, ce que j'avais fait, je réalisais que je n'ai pas mis la lumière au même niveau qu'il fallait pour que ces 2 moments de filmage soient lumière identiques ou à peu près semblables. Et donc, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en arrière, je vais ajouter un tout petit peu plus de lumière pour les images que je n'ai pas mis assez de lumière. Et lorsque le bobine est revenu du labo, ils étaient très bien. Alors, ça m'a fait réfléchir, mais je peux filmer n'importe où dans la bobine. Je ne peux pas filmer en ordre de projection. Et donc, c'est à partir de ces moments-là que je réalisais cette erreur. C'était bien parce que les erreurs, on peut apprendre.
Je peux filmer n'importe où dans la bobine. Il suffit simplement que je sache qu'est-ce qui a été filmé et qu'est-ce qui n'a pas été filmé. Et c'est pour ça que j'ai dû élaborer, et ça m'a pris très très longtemps, pour trouver une façon d'annoter ce que je faisais pendant que je le faisais, pendant le tournage, pour que je puisse me toujours retrouver dans le bon endroit et pas faire de superposition des images. Alors j'ai expliqué cette longue période pour trouver une façon d'annoter en partition, cette façon de noter ce que j'avais fait pendant que j'ai filmé. Et ça a été raconté dans un article que j'ai écrit dans un e-book qu'on peut trouver dans l'association Lightcone. Et dans cet article, on a reproduit les différents stades que j'ai, différents moments, de différentes façons de dessiner ce que je faisais pendant que je tournais. Et ça a pris pas mal d'années pour trouver une chose qui était vraiment fiable et au plus, disons, utile pendant que j'étais sur le tournage. Et donc, il est important de rappeler que même si le mot partition est utilisé, il y a un petit peu un code poétique, il y a un travail sur le rythme qui est élaboré à partir de ça. Mais il ne s'agit pas d'un programme, c'est-à-dire que la partition ne vient pas dessiner ce qui va être filmé, c'est la mémoire de ce qui a été filmé pour pouvoir revenir dans les interstices encore non filmés. Oui, et en plus, pendant que je filme, je note en crayon sur des partitions qui sont déjà préparées, avec chaque image était comptée. Et après, quand le film est fini, je transfère cela dans des cahiers. Là, j'en ai une. Il y en a 6. Et c'est des cahiers de colliers cadrés, tout simple. Et il se fait aussi que je souvent fais des dessins pour me rappeler ce que je vais filmer. Et je même coloré et tout. Alors, il faut préciser que ces dessins, c'est fait pour moi-même, simplement pour des raisons techniques, pour m'aider à continuer à filmer si quelque chose ne fonctionne pas, pour réfléchir pourquoi il ne fonctionne pas. Je mets aussi la date, le météo, les heures où je filmais, etc. Tout cela pour m'aider à continuer dans mon travail. Et le fait que ça a été montré publiquement, c'est simplement parce que, surtout aux États-Unis, j'étais invitée à faire des conférences, surtout pour des étudiants qui ont vu mes films, etc. Et eux, tout de suite, ils voulaient mettre ça sur le C'était tout de suite projeté sur un écran. Et donc, c'est à ce moment-là que ces partitions ont été visibles pour un public. Sinon, c'était simplement pour moi. Mais alors, en fait, peut-être le terme de partition n'est pas tout à fait adapté, puisqu'en fait, il y a une simultanéité de la fabrique du film et puis de la réalisation de cette partition qui accompagne plutôt qu'elle précède la réalisation du film. Par exemple, quand Peter Kubelka, en 1954, fait Arnold Freiner, la partition précède le film. Il suit dans le tournage, qui est un tournage image par image aussi, il suit strictement la partition. Hein, comme en musique, on exécute une pièce musicale à partir de la partition. Mais toi, tu réalises cette chose qu'il faut peut-être appeler autrement pendant que tu réalises le film. Dites-moi comment il faut appeler ça. J'en sais rien, ça c'est toi qui l'as trouvé. Non, parce que j'ai essayé en anglais, j'ai mis score parfois. J'essaie de trouver une chose, mais c'est comme le terme cinéma expérimental, il n'est pas du tout adéquat. On fait longue discussion, qu'est-ce qu'il faut appeler tout cela, et on n'a pas trouvé de solution, c'est tout. Peut-être qu'il n'y a pas de solution parce que le cinéma expérimental n'a pas besoin de nom, c'est le cinéma tout court. C'est peut-être le cinéma industriel ou le cinéma commercial qui a besoin d'avoir un qualificatif. Mais, Oui, moi j'ai dit le cinéma traditionnel en opposition à des films où on expérimente, mais on fait un travail artistique. Cette question du traditionnel, c'est une des questions que je voulais te poser. Parce qu'à la fois, dans ton travail, il y a une prise en charge très technique des puissance, des pouvoirs de la caméra, de la pellicule, des propriétés de la lumière, de la couleur, des émulsions, avec un travail très précis avec les laboratoires. Et puis en même temps, il me semble, particulièrement dans les bouquets, qu'il y a une dimension picturale et une vraie référence à l'impressionnisme, hein, puisqu'en fait, tu vas sur le motif, hein, comme faisaient les impressionnistes quand ils ont pu commencer à sortir avec des tubes de couleurs.
Et tu travailles comme pourrait le faire un peintre, c'est-à-dire que dans les bouquets, il n'y a plus d'approche linéaire du film, mais une approche tabulaire, hein, puisque en fait, tu peux commencer par un motif qui est au début du film, puis tu peux aller à la fin du film, revenir en arrière. Alors ça suppose d'avoir une fonction image par image, une fonction pixelation, et puis une fonction de retour en arrière. Mais donc, tu peux travailler de manière tabulaire à un point du film, puis à un autre, puis en revenant en arrière, en laissant des images noires, exactement comme un peintre n'est pas obligé de commencer par la gauche pour aller vers la droite ou inversement, mais il peut travailler par touche sur dans les différents secteurs de la toile. Et puis, il y a aussi dans les bouquets cette chose que je trouve très élégante, c'est ta manière de signer et de dater les films à l'intérieur du film, image par image, donc on voit très fugitivement apparaître ton nom, la date à la fin du film, et puis après il y a un noir et l'image d'une fleur. Ça, c'est très beau. Et, je voulais savoir un petit peu d'où ça venait, cette idée d'ajouter cette image de fleur comme une ponctuation après la fin du film. Je reviens peut-être sur pourquoi j'ai utilisé le mot traditionnel, parce que je travaillais 10 ans dans l'industrie du cinéma comme monteuse. Et j'ai expérimenté plusieurs fois. Bon, comme j'étais à la BBC, je travaillais avec une monteuse qui était très bien. On avait un programme où il fallait mettre des choses entre deux choses. Et donc, on pouvait expérimenter un peu. Et on a expérimenté un peu. Donc, je sais qu'on pouvait faire ces choses. Malheureusement, cette personne avec laquelle je travaillais était très, très bien. Et on l'a récupéré pour notre programme qui était This is the Week That Was, qui était un programme des blagues. Et je l'ai perdu cette période d'expérimentation comme ça. Après, quand je travaillais dans des autres compagnies, j'ai essayé parfois, surtout avec le son, de mettre une chose ou même le montage, une chose qui me semblait plus intéressante que ce qu'on faisait habituellement. Et j'ai pu constater que chaque fois, on revenait à ce qu'on faisait habituellement. On ne voulait pas expérimenter, même si c'était plus intéressant, pour des raisons qu'il fallait que ça soit facile pour l'audience, que ça impressionnait plus, ça avait l'air plus cher que si on le faisait autrement. Il y avait plein de raisons. Et donc, il y avait une façon de montage traditionnel qu'il fallait suivre. C'était très difficile de sortir, même si c'était, à mon avis, artistiquement mieux. Donc, pour parler de où se trouve le cinéma expérimental et mon travail, par rapport à ce que j'appelle les traditionnels, c'est qu'il y a on va vers, ça veut dire on donne beaucoup plus d'importance à le côté artistique par rapport à le reste des choses. Il y a une balance qui est complètement différente. On a un but qui est différent. On est en train d'essayer d'élargir la possibilité de la cinématographie sur le plan artistique. Alors que dans le cinéma traditionnel, bien sûr, je dis traditionnel parce qu'il y a de très bons films qui ont été faits dans le cinéma traditionnel. Ce n'est pas pour dire que tout est mauvais, loin de là. Mais c'est toujours dans un cadre qui est assez connecté. Et on ne peut pas faire ce qu'on peut faire dans le cinéma expérimental. C'est une pratique un peu établie, alors que là, il s'agissait de fabriquer une pratique qui est la tienne. Oui. Et ça, c'est la grande difficulté d'être artiste. Parce que l'artiste, il ne faut pas qu'on fasse ce qui a été déjà fait. Souvent, il a été mieux fait, donc on ne va pas continuer à faire ça. Mais il faut construire là-dessus. Ça veut dire, moi, je regarde beaucoup de films expérimentaux qui ne sont pas du tout le genre de travail que moi j'ai fait. Mais parfois, j'apprends des choses et ça me réfléchit sur mon propre travail. Et notamment contre, puisqu'on travaillait dans l'industrie comme assistante monteuse à Londres, tu t'es mis à faire des films sans montage, ou avec du montage dans la caméra. Non, je n'ai pas commencé à faire des films pendant que j'étais dans l'industrie. J'avais pas de temps. L'industrie est très, très dure. On travaille 11 heures par jour. Et on a l'horloge, et à la BBC, moi, je voyais l'horloge
Bon, je souviens un exemple pour donner la chose. On me donne un film où quelqu'un a mis la cigarette sur le banc-son. Une trou. Et je vois l'horloge tourner, ça va sortir. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, je ne savais pas qu'est-ce que c'était sous le son. Donc, je coupe, je mets synchro, et ça sortait. Alors, heureusement, il n'y avait pas de choses graves là, mais ça aurait été pu au milieu de mots. Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, tu n'avais pas le temps de faire des films au moment où tu travaillais comme au montage, mais que ça a aussi dessiné ta pratique qui s'est positionnée un peu contre ce qui se faisait, c'est-à-dire de réfléchir à un cinéma qui permette d'associer des choses très différentes. Il y a un film très célèbre qui s'appelle Voilier et Coquelicot, donc tout d'un coup, dans l'unité même et l'échelle même du changement d'un photogramme à un autre, on filme à la fois un champ de coquelicots au mois de mai et puis des voiliers qui sortent du port de Marseille au mois de juillet. C'est-à-dire d'associer des choses qui sont de l'ordre d'une réalité différente, mais à l'échelle du changement d'image, à l'échelle de la plus petite unité. Et tout ça, ça se passe sans montage ou uniquement dans la caméra, d'où ce terme de tissage que tu utilises souvent et dont il s'agit d'entremêler en quelque sorte des réalités différentes ou des images différentes ou pour ce qui concerne les bouquets, des fleurs ou des herbes par rapport à un espace ou à un jardin. Oui, mais je pas fait contre le montage pour une raison quelconque. Simplement, je voulais pas, ayant fait 10 ans de montage, toutes sortes de films, courts, publicitaires, longues, je voulais absolument pas. Mon but n'était pas du tout de faire ce que je savais faire. Et ce n'était pas dans mon intérêt. Et en plus, je n'ai jamais pensé être cinéaste, mais j'avais vu, pendant que je travaillais dans la salle de montage, des films expérimentaux. Et la chose qui m'est restée derrière la tête, là, en mémoire, c'est qu'on pouvait travailler en cinéma sans une équipe, sans toute la façon de travailler habituellement, mais comme artiste. Alors ça m'intéressait, mais ce qui m'intéressait aussi dans ces films, c'est qu'il y avait des choses qui se passaient sur l'écran, que si on regardait la bande sur une table lumineuse, n'étaient pas les mêmes choses. Alors c'est pour ça que j'ai commencé chez moi, j'avais très peu de moyens, à faire des boucles et à tester qu'est-ce que c'était la façon dont ça fonctionnait. Et en faisant cela, j'ai découvert qu'il y avait une superposition des images sur l'écran qui n'était pas superposée sur la pellicule. Et je cherchais des livres sur la perception pour savoir comment fonctionne notre système de perception par rapport à la caméra. Et j'ai passé 3 ans à faire cela sans aucune formation scientifique. Et après, ayant vu ce qui s'est passé, je me suis dit, je vais appliquer ça à une scène de la réalité. Bon, la chose la plus facile, un arbre qui se trouve en face de la maison presque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films. Simplement pour moi-même, je n'ai jamais pensé que personne allait voir ce que je faisais. Et il se fait qu'après 2 tentatives ou quelques tentatives, j'étais programmée. Alors j'étais assez étonnée, mais c'est comme ça que j'ai commencé à être cinéaste. Mais donc, la façon de ne pas utiliser le montage, c'était simplement pour une raison pratique. C'est économique aussi, parce que là, toutes les choses qu'on filme est dans le film. On n'a pas ni de shoot, ni de doublage. Et après, c'est une sorte de défi aussi, parce qu'il faut capter la réalité. Chaque moment est différent. Et il faut capter ces moments-là. Et ce n'est pas si on fait une scène et on rejoue 3 fois. Bon, 3 fois, ça va être un peu différent. Je me souviens dans l'équipe de montage, un long montage, j'étais sous l'équipe son, et il fallait, dans une phrase, par exemple, choisir le mot qui était le plus clair. Donc, la même phrase dit 3 fois, on choisit le premier mot d'un passage, le deuxième mot de l'autre passage. Donc, on reconstituait la phrase. C'était absolument sans aucun caractère. Moi, j'ai trouvé ça absolument une horreur, mais eux, ils le trouvaient très bien parce que c'était vraiment clair. Et donc, je voulais éviter ce genre de technicité pour la technicité, qui est façon dont travailler à l'époque. Bon, bien sûr, l'industrie cinéma travaille un peu différemment maintenant parce que beaucoup est en numérique. Mais
il y avait une énorme quantité de choses comme ça que parfois c'était très astucieux, c'était intéressant. Mais la seule chose qui était très très bien avec l'industrie, c'est que j'ai appris comment travailler dans le labo, comment travailler avec le technicien. Et j'ai toujours eu de très très bonnes relations avec le technicien à cause de ça, parce que je sais que c'est très difficile. Je sais comment on talonne les choses. On a même, par exemple, pour le tournesol coloré qui est là, je travaillais avec une personne qui aimait beaucoup les couleurs, qui allait dans des expos des impressionnistes, justement. Et après avoir fait le film Le Tournesol, il s'intéressait à la couleur. Et je dis, bon, mais on va faire le tournesol coloré. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Et après, quand vous avez fini, vous allez remettre le négatif sur le talonneuse et vous allez mettre les autres couleurs entre ça. Donc, la couleur de tournesol coloré, c'est fait par le talonneur. Et lui était absolument ravi. Seulement, je rencontrais le directeur du labo un peu de temps après. Il a dit, si tout le monde travaillait comme vous, nous, on ferait des déficits. Et effectivement, ils ont fait des déficits un peu après. Mais j'ai eu ces relations avec le talonneur qui était très, très content du retour d'un repère. Il y a aussi une version avec des retours d'un repère composé qui j'ai fait aussi avec lui. Alors, on avait... ça c'est aussi à cause d'un accident. J'avais une programmation à Londres et la copie de retour d'un repère était trop colorée rouge. Et donc, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai une programmation, c'est dans 2 jours, je ne sais pas quoi. Et donc, je demandais qu'il me fasse une copie un peu bleue. Et quand j'étais à Londres, on a passé la copie rouge et la copie bleue superposées sur l'écran. Et ça donnait une chose complètement différente. Et après, j'ai dit au talonneur, on va combiner ces deux pour que ça soit plus facile pour la projection. Et je n'ai pas aussi demandé une 3e couleur. Mais lui, il dit, ici, on faisait une 3e couleur. Et donc, on a fait une 3e. Donc, dans le film Retour d'un repère composé, on voit le film d'abord, disons, couleur normale. Deuxièmement, avec un mélange de 2 couleurs. Et troisièmement, avec un mélange de 3 couleurs. Et évidemment, chaque son de film, c'est très différent. Et ce genre d'expériences que j'ai fait était, si on veut dire, une sorte de scaffoldage pour les choses que j'allais faire par la suite. Et Le Tournesol, c'était un film, parce qu'un retour d'un repère, il y a une sorte de pixelation, parce que c'est un film où on fait une mise au point sur 7 points différents dans la distance. Et on fait une superposition visuellement sur l'écran de ces 7 différentes mises au point. Et je voulais éviter cette pixelation. Et donc, dans Tournesol coloré, c'était le premier film où j'ai réussi un peu à éliminer cette pixelation, parce que le champ de Tournesol, c'est très, très semblable toute l'image, donc du all over, comme on dit parfois en art plastique. Et comme ça, le chevauchement de Tournesol en l'air de ne pas avoir de pixelation, alors qu'on est en train de faire des mises au point du premier plan jusqu'à la fin, et après on revient. C'est un chevauchement progressivement à travers le champ de Tournesol. Tu veux dire de scintillement? Oui. Pixelisation. Mais sentiment, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mouvement qui n'est pas intentionnel. C'est lié mais ce moyen c'est-à-dire souvent dans les films, il y a même ce que tu appelles une rotation, c'est-à-dire entre chaque prise de vue et éventuellement à chaque photogramme, il y a le changement d'un paramètre. Donc c'est ou un paramètre qui est lié au cycle de la nature, dont parlait Philippe Alain tout à l'heure, le changement de lumière à différentes heures de la journée, ou alors c'est un paramètre qui est lié à l'appareil lui-même et sa manière de recevoir la lumière. Et aussi le fait que les tournesols, ils sont héliotropes.
Ils sont en train de suivre le soleil. Ils suivent le soleil et ils sont agis par le vent. Oui. Et oui, donc, je ne sais pas secouer. Il y a un dialogue comme ça complexe entre, c'est d'entrer en relation avec la nature, en comprenant aussi comment l'appareil fonctionne. Donc il s'agit à la fois de mettre en relation le mécanisme, son fonctionnement, les cycles, les temps et les rythmes de la nature, les temps et les rythmes de la mécanique, dans un principe comme ça d'entrer en relation avec la nature, mais à travers l'appareil. Oui, mais parfois c'est une façon de demander à la nature d'intervenir dans la façon dont il apparaît. Par exemple, dans le film Roulement Rouris au Bage, il y a une roue à l'aube. Et à un moment, il arrive jusqu'au le haut du cadrage et le soleil l'attrape. Et ça veut dire que le film est voilé. Alors, dans tout le 10 ans de montage, il fallait couper les images voilées. Alors, je le laisse exprès parce que comme ça, j'ai même venu à le moment où je savais, c'est le temps de l'année où je savais ça allait se passer, parce que comme ça, le roue qui tourne, il fabrique son image en voilant la pellicule en tournant. Et ça c'était fait exprès. Mais l'idée en fait, les critères de réussite de l'image sont plus du tout celles du cinéma industriel, puisque tu peux garder des images voilées, des images floues, qui seraient discriminants pour un film, pour un long métrage de fiction en salle. Mais probablement, quand tu étais quand tu as travaillé comme monteuse dans l'industrie du cinéma, tu as appris à détourner les règles du cinéma traditionnel et à les utiliser à ton profit. Et je pense que cette histoire des transfuges, des artistes cinéastes transfuges qui ont travaillé dans l'industrie du cinéma, enfin je pense à Nathaniel Dorsky, à Morgan Fisher, et qui ont su s'approprier en fait les règles techniques de l'élaboration du film pour produire quelque chose, en fait une sorte d'usage low-tech d'une technique high-tech, hein, c'est-à-dire retransformer le cinéma en une sorte d'artisanat. C'est peut-être une des définitions qu'on pourrait donner du cinéma expérimental. Oui. Oui, mais Vincent, en Suisse, il y avait une colloque sur le cinéma amateur, justement, autour de Bolex. Bah oui, mais ton cinéma, il est tout sauf amateur, parce que tu as une grande maîtrise des paramètres techniques du film. J'ai écrit un article qui va être publié, je crois, éventuellement dans un livre, en disant que si les cinéastes expérimentaux, ils étaient des amateurs par rapport au cinéma traditionnel, ils n'avaient pas les compétences techniques qu'on a normalement. Ils n'étaient pas du tout amateurs du point de vue artistique. Parce qu'en général, ils sont tous, ils travaillent dans des musées, ils sont professeurs, ils font des tas de choses, ils ne sont pas du tout des amateurs du point de vue artistique. Il y a aussi un positionnement fort par rapport à ce qu'on venait de décrire sur l'industrie, c'est cette économie, cette écologie, quoi. C'est-à-dire, il y a, sur les 1440 photogrammes du bouquet, il n'y en a aucun qui n'est jeté. Tout le jardin, tout ce qui a été impressionné appartient au film. Et donc, ton approche poétique repose aussi sur un système. Il y a un peu, si on pensait qu'il y a des systèmes de fabrication dans l'industrie contre lequel il faut trouver une pratique, il y a aussi l'invention d'un contre-système, en quelque sorte, qui est basé sur une forme d'économie poétique et qui est liée à cette question écologique dont on parlait. Oui, en plus, économiquement, par rapport à mes moyennes, c'était pratique. Donc je rappelle, deux bobines de 30 mètres sur lesquelles tu filmes depuis 2 ans déjà. Mais je voudrais revenir un petit instant sur cette question de la prise de vue image par image. Hein, c'est vrai pour les tournesols, c'est vrai pour les bouquets. Et ça produit... alors, on a l'impression, quand on voit le film à l'écran, qu'il y a des superpositions d'images, mais il n'y en a aucune. C'est des juxtapositions. Il y en a que s'il y a une erreur. Ça arrive de temps en temps. Oui, mais là, tu coupes pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, je laisse. Il y a 2-3 erreurs. Il y a des superpositions quelquefois. Occasionnellement, pour des raisons très drôles, pas toujours de ma faute. Par exemple, je filmais le fermier qui était en train d'étaler des draps et il y avait une barrière. Oui. Et bon, c'est quand même assez compliqué d'aller en avant et en arrière. Et quelqu'un avait fermé la barrière pendant que je filmais presque.
Et j'ai oublié, à cause de cette distraction, d'aller en arrière. Et donc, je filmais 2 fois sur la même pellicule pour une très courte période. Mais ça arrive de temps en temps. Ça, c'était dans quel bouquet, ça? Je ne me souviens plus, il faut que je regarde. Il y en a 40, donc il faut chercher dans des cahiers. Mais à part dans le cas de cette erreur, ça produit une sorte de cette juxtaposition qui a l'air d'être une superposition à l'écran. Ça veut dire d'abord qu'on ne peut plus induire de ce qu'on voit à l'écran à ce qui est inscrit sur la pellicule, un peu comme les films de Charitz. On peut pas savoir. Il faut regarder les frozen film frames, c'est-à-dire les films exposés, pour savoir comment c'est fabriqué. Mais on ne peut plus induire de la vision du film à sa fabrication. Et c'est un peu le même cas dans ton travail. Et cette juxtaposition qui ressemble à une superposition, ça produit une intensité dans la vibration des images et dans la lumière, dans les colorations, qui est tout à fait impressionnante. Et en fait, moi, ça m'a fait penser sur un plan littéraire. Alors, je ne sais pas si ça a été une inspiration pour toi, mais ça me fait penser au texte de Virginia Woolf, qui a un petit peu le même rapport à la nature que celui que tu développes dans ton travail, avec cette polarisation technique nature. Mais dans le cas de Virginia Woolf, il y a aussi cette question, cette prise en charge très technique de l'écriture, et puis de l'autre, cette inspiration naturelle, extatique, qui produit un peu en littérature les mêmes effets que produisent tes films. Je voudrais juste lire un petit extrait, un petit passage des Vagues, qui est un roman de 1931, qui est peut-être le roman le plus célèbre de Virginia Woolf, dans lequel elle insère dans ce roman, qui est écrit de manière assez expérimentale, des passages en italique qui scandent le livre et qui marquent la progression de la lumière tout au long de la journée. Donc il y a une sorte de naturalisation de l'écriture, un petit peu comme il y a une naturalisation du film dans ton travail. Et je voudrais lire un passage qui est au début du livre, dans lequel je trouve on a la même sensation d'intensité que dans tes films. Alors je lis ce passage. Dans le jardin, les oiseaux qui avaient chanté à l'aurore, irréguliers, spasmodiques, sur tel arbre, tel arbuste, chantaient maintenant en chœur, aigus, stridents. Ensemble, comme conscients d'une camaraderie, ou seuls, comme pour le ciel bleu pâle. Ils s'écartaient d'une volée quand le chat noir bougeait dans les buissons, que la cuisinière jetait par surprise des cendres vives sur le tas consumé. Dans leur chant, il y avait la peur, l'appréhension de la douleur et la joie à vite saisir à l'instant. Ils rivalisaient dans la clarté du matin, volaient en embardés au-dessus de l'orme, chantaient ensemble tout en se pourchassant, échappés, poursuites, coups de bec, tournoyaient haut dans les airs. Puis, lassés de la poursuite et du vol, ils déclinaient doucement, descentes délicates, se laissaient tomber et se posaient en silence sur l'arbre, sur le mur, observant de leurs yeux perçants, tournant la tête d'un côté et de l'autre, aux aguets, en éveil, avec le sentiment intense de la présence d'une chose, d'un objet en particulier. Peut-être était-ce une coquille d'escargot s'élevant dans l'herbe comme une cathédrale grise, un édifice bombé cerné d'anneaux noircis, ombré de vert. Où voyait-il la splendeur des fleurs ruisseler de lumière rouge sur les parterres, traversées de sombres tunnels d'ombre pourpre entre les tiges, où ils fixaient leur regard sur les petites feuilles claires du pommier qui dansaient avec retenue, raides, étincelantes parmi la floraison aux pointes roses, où ils voyaient la goutte de pluie sur la haie, suspendue sans tomber, toute une maison s'y tenant réfléchie, et des ormes majestueux, où, regardant droit le soleil, leurs yeux se transformaient en perles d'or. Donc c'est un magnifique texte. Et je trouve qu'il y a dans cette manière de restituer la perception des oiseaux par touches juxtaposées, et qui donne cette impression de fulgurance, de vélocité. Je trouve, et dans cette inspiration naturelle aussi de l'écriture de Virginia Woolf, je retrouve quelque chose de ton cinéma. Alors je ne sais pas si ça a été important pour toi, Virginia Woolf. Non, c'est pas une autrice que j'ai étudiée. On a étudié beaucoup de littérature quand j'étais au lycée, mais c'était plutôt shakespearienne et poésie et des autres romans que Virginia Woolf. Non, la chose qui est intéressante, c'est que
bon, évidemment, quand on travaille en film comme moi, j'ai tendance à regarder tout, absolument tout est film. Malheureusement, dans notre société, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment des horreurs. Et on devient très conscient, comme la plupart des gens ne sont pas du tout conscients de l'environnement. Nous, on a une plante sur la maison et le citadin, même le lycéen à côté, il le traite comme si c'était du béton. Et la plupart, ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup de gens ne voient pas absolument l'environnement dans lequel ils sont. S'ils le voyaient, ils vivront autrement. Parce que c'est vraiment une horreur. Et je ne sais pas, il y a une poubelle en face de notre maison, de l'autre côté de la rue. Les gens, ils vont mettre le canot de bière sur notre palier de fenêtre, alors que la poubelle est en face. C'est incompréhensible, vraiment. Bon, et la chose qui se fait, c'est là, on devient très sensible parce que, comme je dis, tout le lieu où je suis, tout de suite, je vois si c'est intéressant ou pas intéressant, s'il faut l'éviter. On devient beaucoup plus conscient. Et comme j'ai eu de longues années où j'étais artiste peintre, j'avais tendance de regarder tout des yeux d'un peintre, parce que je travaillais à partir de cet âge-là, justement en dessinant, en peintre à partir de la nature, au Pérou. Et après, bon, évidemment, j'étais dans des écoles d'art où on a aussi fait des exercices où on a été de haut, parfois pas forcément le paysage, parfois une situation industrielle. Et on a tendance à regarder les choses à travers les yeux de ce qu'on fait habituellement. Bon, dessiner, c'est pas du tout la même chose que faire des films. J'étais dans une ferme où on m'a demandé de faire un petit dessin du ferme. Et j'avais oublié combien de temps ça prend. Et combien c'est difficile aussi, parce que ça faisait des années que je n'ai pas fait ce genre de choses. Et le genre de détails qu'il faut regarder pour le traduire à travers le crayon sur le papier, évidemment, c'est un peu décourageant si on est habitué à faire des films, parce que faire des films, il suffit de faire les mises au point et faire le cadrage. C'est relativement rapidement. Mais lorsqu'on a un crayon en main, ce n'est pas du tout rapide. Hein. En plus, il y a toute une chose qu'il faut faire. Et c'est très sensible. Moi, je me souviens, il y a un ami qui m'a téléphoné récemment qui disait qu'il a fait des études à Central School of Art à Londres et qu'il avait une piscine. Et qu'il allait dans la piscine et après, il retournait dans son cours de... Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne pouvais pas faire ça. Quand moi, j'étais dans le Regent Street Polytechnic, il y avait aussi une piscine au rez-de-chaussée. Je me suis dit, bon, l'heure de déjeuner, je vais aller nager. Mais j'essayais de dessiner après ça, impossible. La main, il partait partout. Je n'avais aucun contrôle. On ne peut pas aller nager et après essayer de faire un dessin fin. Impossible. Donc, c'est très subtil, le contrôle qu'on peut avoir. Et pour le film, c'est pareil. Il y a toute une petite règle qu'il faut maîtriser quand même. Donc, il y a des différents niveaux. Hein. Il y a le but qui est une chose un peu spirituelle, philosophique. Il faut être quand même compétente, technique, mais jusqu'à un certain niveau. Mais ça ne suffit pas d'être un virtuose pour faire de bons films. Et après, la possibilité d'utiliser ce qu'on a, ça veut dire aussi le but et la compétence technique par rapport aux choses qui en face. Donc, il y a vraiment beaucoup de niveaux qu'il faut prendre en compte. Oui. Certainement, ça implique des gestuels et des techniques différentes. Mais il y a quand même une sorte d'analogie assez profonde avec la pratique picturale, qu'elle soit abstraite ou figurative, hein, dans ton travail, dans la mesure où la composition, ce qu'on appelle, enfin, on va pas trouver d'autres mots, mais les partitions, ça relève de la constitution de la grille, hein, qui a quand même été l'objet fétiche de la peinture moderne. Et puis, dans ton travail sur le motif, je trouve qu'il y a la même inversion que celle qu'on peut observer dans la peinture. Quand Cézanne, pour parler de la région dans laquelle tu travailles, peint la Sainte-Victoire, soit on développe une métaphysique de la Sainte-Victoire, de la montagne, soit on dit il filmait ce qu'il avait sous les yeux, il utilisait la Sainte-Victoire comme un pouvoir d'explorer plastiquement la réserve.
Et j'ai l'impression que dans ton travail, il y a cette même inversion. C'est-à-dire qu'on peut dire d'un côté, si on a une approche strictement documentaire du film, que le film montre le monde, montre le réel. Et puis on peut dire le contraire. C'est-à-dire que l'artiste cinéaste se sert du motif pour explorer quelque chose des puissances du film. Et dans ton travail, on retrouve une sorte de quelque chose qui est déjà sous forme d'intuition, à mon sens, dans le catalogue des films Lumière. Hein. C'est-à-dire qu'on peut dire que les opérateurs Lumière, qui sont partis à travers le monde, ils le faisaient pour cataloguer précisément les images du monde ou les images du réel, pour le dire rapidement. Mais on peut dire le contraire, c'est-à-dire qu'ils se servaient des motifs qu'ils rencontraient partout, les défilés, qui tracent des lignes géométriques à l'intérieur du plan, les enfants qui se lancent des boules de neige, qui forment une sorte de all-over à la surface du plan. Et donc on peut, l'exploration, le défilé comme exploration du défilement, enfin on peut tout à fait inverser la preuve et dire que en fait, le motif sert à révéler les puissances formelles du film. Et j'ai l'impression que dans le cinéma expérimental, il y a une sorte d'autre généalogie qui se produit dans l'histoire des images en mouvement, et que ton travail, il est une sorte de réinvention du cinéma. Il est en prise directe avec les films Lumière. Hein. C'est comme s'il y avait une autre histoire qui se dessinait, qui fait l'économie de tout le détour par le cinéma de studio, par la fiction. Oui, en plus, Lumière, quand il filmait quelque chose, le cadrage est vraiment excellent. Oui, il était vraiment très, très bien. Oui. Moi, j'ai eu la chance de voir des films de Lumière projetés sur l'ancien projecteur où on tournait le manivelle. C'était à la Ciotat, dans le cinéma que lui utilisait, qui était le Hayden. La chose qui est intéressante, c'est que lorsque c'est tourné à la manivelle, le docteur, j'oubliais son nom, Godillo, je crois, quelque chose comme ça, qui était propriétaire de l'appareil, il disait qu'il tournait également et tout. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le film était beaucoup plus intéressant parce que n'était pas du tout projeté de la façon dont on voit des films projetés avec un appareil moderne. Et donc, il y a ces côtés-là. Dans le cas de mes films, bon, évidemment, par rapport à l'aspect documentaire, lorsqu'on traduit quelque chose de la réalité, évidemment, c'est pas la réalité. C'est absolument pas une vitre à travers laquelle on regarde la réalité. Tout de suite, on la transforme. Et on la transforme selon le but de la personne qui fait le travail, mais aussi l'équipement qu'on a, la façon dont c'est utilisé. Mais ce n'est pas simplement un but personnel. Il faut avoir un autre but, un but qui nous permet de regarder la réalité qui est en train de filmer, mais nous permet aussi d'avoir un espace de réflexion qui nous amène ailleurs, qui nous mène plus loin. Parce que si c'est simplement pour montrer la réalité en face de nous, bon, là, n'importe qui peut aller visiter le lieu, ça serait aussi bien que moi. Mais alors là, c'est toute une chose, une chambre qui est très, très grande. Et donc, bon, évidemment, ça dépend de la réalité qu'on est en train de filmer. Mais pour le film qu'il soit un réussite pour moi, il faut aussi qu'on puisse amener le spectateur d'entrer dans une autre, selon le spectateur, parce que ça va être différent pour chaque spectateur, entrer dans un autre endroit aussi, de réfléchir à des autres choses que simplement ce qui est montré. Et je reprends le terme de l'inversion parce qu'il y en a une autre, c'est-à-dire que ces films, même si il s'agit de nous rappeler la beauté de la nature, comme tu prenais l'exemple tout à l'heure de la manière dont on peut ne pas en prendre soin, elle vient vibrer à notre regard, elle est rappelée comme ça, il y a une forme d'émerveillement quand tu filmes des jardins.
Et c'est quand même toujours pour nous rappeler à l'œil, comme ça, là, cette présence, cette beauté, pour aussi nous dire que c'est un monde qui est en cours de destruction. C'est-à-dire que voilà, dans cette manière philosophique d'aborder la fabrication de tes films, il y a l'idée que la technique détruit, que la société pollue, et qu'il faut prêter attention à ces questions-là. Mais tu ne te situes pas du tout, bien sûr, dans... Les films ne portent pas cette militance, mais ils portent l'émerveillement dont il s'agit de nous rappeler. Oui. Et voilà, et peut-être que ça peut être l'occasion de nous dire un peu la précision aussi, à la précision technique de ton travail, mais aussi celle du choix des lieux que tu vas filmer, qui sont aussi purement écologiques ou purement politiques. Oui, parce qu'il y a des cinéastes qui font des films militants, qui filment toutes les choses qui ne vont pas. Malheureusement, moi je suis assez vite déprimée, je crois, si je fais cela, parce qu'on peut regarder n'importe où, on voit des choses qui ne vont pas. Non, je pense que c'est mieux d'attirer l'attention des gens que des choses qui vont bien. Et donc, le lieu où je filme, en général, bon, d'abord, je commençais à filmer pour des raisons pratiques. Je n'avais pas une voiture, etc. Le tournesol, je mis ma caméra sur une bicyclette. Après l'expérience d'aller jusqu'à la Camargue en bicyclette par le Mistral, je me suis dit... ça ne va pas. Et aussi, la chose qui ne va pas, c'est que sur la bicyclette, il y a beaucoup de petits vis dans le caméra Bolex et ça dévisse. Oui. Et ce n'est pas bon pour la caméra, la bicyclette, malheureusement. Il n'est pas écologique de ce côté-là. Sauf si on a une super bicyclette que je n'ai pas. Et donc, c'est en partie pour la bicyclette que j'ai une voiture. Sinon, pour la caméra. Pour la caméra. Que je abandonnais la bicyclette pour filmer. Et après, je choisis des lieux qui sont un peu proches de moi. Donc, le bouquet, après un moment, ils sont tous faits dans soit des fermes cultivant biologiquement, soit des lieux écologiques, soit même des fermiers qui travaillent, parce que j'ai fait un film sur le sel de Guérande, Jardin du sel, qui travaillent aussi selon des bienfaits de l'environnement. Et donc, pour tout le film que j'ai fait depuis un certain moment, c'est soit quelque chose que la nature, le dernier film sur le source de la Loire. Bon, c'est le dernier, je crois, le dernier rivière sauvage en France, ou la plus grande, je ne me souviens plus. C'est soit la nature qui est encore telle qu'elle, soit de travailler dans des lieux où les personnes travaillent comme il faut. Avec évidemment le but d'attirer l'attention du problème, mais de façon douce, si on veut. Ce n'est pas un film militant habituellement, mais en espérant que ça fait réfléchir les gens. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, parce qu'il y avait la question des lieux, mais il y a aussi la question du mode de vie, un petit peu comme pour les philosophes pythagoriciens, le végétarianisme était lié à un mode de pensée. Je pense que ton travail, il est aussi lié à un mode de vie. Mais je crois qu'on n'aura pas le temps d'en parler. On le fera l'année prochaine.